Bonjour les passionnés de voyage hors saison et loin des foules. Il nous reste quelques jours à explorer divers sites dans le Var, et on commence par une montée au château d'Hyères. Le jour suivant est très couvert. Nous cherchons divers dolmens au nord de Brignoles. Sur la côte, le soleil est de retour. Nous sommes sur le cap oriental de Gien. Nous passons la nuit à Cabasson en face de Brégançon, coucher de soleil inclus. Derrière Bormes-les-Mimosas se trouvent des rochers avec une très bonne vue sur la côte. Nous regardons ce 3 janvier 2022 Hyères et son vieux centre-ville. La ville est marquée par une multitude de portes qui marquent les divers remparts de la ville médiévale et qui sont depuis surmontées de maisons sous lesquelles restent des chiches passages. On passe les belles places et les ruelles pour monter vers le grand château tout en haut. Cette ruine est un très bon point de vue. L'accès au lavoir du repos est un peu compliqué. On se demande comment on y accédait jadis avec toutes les choses à laver. La porte Saint-Paul est sans doute la plus belle de la ville. La porte mène à l'église éponyme. La ville est couverte de crottes de chiens, c'est vraiment dégoûtant. La maison romane est une des seules maisons vraiment anciennes conservées. On marche principalement loin de la circulation, c'est donc une rando citadine paisible. Nous montons vers le château en passant par le parc Saint-Bernard. Le jardin en soi est très reposant et beau, même si on n'y apporte plus autant de soins que lors du temps de son premier propriétaire, Charles de Noailles. On en voit la première fois sur la ville. La montée au château est plus sauvage et chaotique. Il a été rasé au XVIIe siècle, mais on dirait que d'autres catastrophes devaient avoir eu lieu par la suite. On trouve des vestiges de tout âge un peu partout sur la colline. Il y avait aussi une défense interne marquée par une porte massive avec une chicane. La devise du château, Arearum Castrum, le château de l'air, est gravée dans l'entrée basse. La ville était appelée par ce nom au début du Moyen Âge. D'anciennes courtines et des passerelles récentes mènent à divers points de vue. Plusieurs tables d'orientation sont installées. On voit aussi vers le nord, mais ce sont surtout les 180 degrés par le sud qui nous intéressent. Le Tombolo et les Salins de Gien au sud. Le Mont Faron, le Coudon et le Fenouillet à l'ouest. Nous finissons d'explorer le château et redescendons par un autre chemin. Cette petite randonnée se trouve aussi sur le site provenceguide.net, le lien est donné en description sous la vidéo. Le 4 janvier 2022 est couvert et pluvieux. On fait une randonnée où la vue et les panoramas ne sont ni nécessaires, ni disponibles. On cherche des dolmens. Les emplacements des 4 dolmens de l'adresse sont certes indiqués sur les cartes, mais uniquement le premier se trouve sur un chemin documenté. Le dolmen des Adrets numéro 1 est le premier atteint. Il repose sur un tertre ovale orienté nord-sud. La chambre délimitée au nord et au sud par des pierres sèches brutes et légèrement rectangulaires. Une pierre de seuil sépare la chambre du couloir délimité par 2 plaques latérales. Les 3 autres dolmens sont parsemés sur ce large dos qui sépare Brignoles du Val. Il n'y a pas de balises, sur une grande partie manque même des chemins. On ne peut pas se fier aux photos satellites car d'anciens murets ressemblent à des sentes qui n'en sont pas en nature. C'est une chance qu'il fasse froid, nous avons revêtu des pantalons longs, pourtant les diverses épines traversent le tissu.
Avant de tomber sur le dolmen des Adrets numéro 4, nous passons cette curieuse guérite en pierre. La chambre de ce dolmen est légèrement trapézoïdale. Un seul pilier à gauche de l'entrée existe encore. Une fois n'est pas coutume, voici un muret sur lequel on peut marcher. Ce sentier pratique ne dure cependant pas longtemps. L'accès à l'ensemble des dolmens est expliqué en détail sur notre site provenceguide.net sous les dolmens des Adrets et la chapelle Notre-Dame de Pitié. Plus loin, nous devons nous frayer un chemin entre les bruyères. On voit que nous sommes en montée. Nous cherchons effectivement à rejoindre le point culminant de cette colline boisée. Nous voici au dolmen des Adrets numéro 3. Les mégalithes à l'entrée sont constitués de menhirs brisés. Le petit dolmen numéro 2 a été découvert et fouillé en 1962 et restauré en 1992. Le tumulus est constitué de pierres qui semblent avoir été situées à l'intérieur d'une double courtine. La chambre carrée s'ouvre à l'ouest. Elle est bordée au nord et au sud par des murs en pierre sèche. Un seuil en pierre sépare les pièces. Des dalles ont été trouvées brisées avec des traces de coups de marteau. La pierre de fait est manquante et le contre-pivot est fissuré. On sort ensuite de la garrigue pour passer près d'une chapelle originale décorée au coquillage. La chapelle vient d'être rénovée. Il y a certes des fenêtres basses grillagées par lesquelles on pourrait voir l'intérieur encore plus richement doté de décors, mais aucun rayon lumineux n'entre ici. Nous revenons le long du chemin de croix de la chapelle vers le point où nous sommes partis 2 heures plus tôt. Après une deuxième nuit à la plage des Estagnets, nous explorons le cap oriental de Gien. Nous sommes en hiver et même en ne pas partant trop tôt, la côte nord-est de Gien reste à l'ombre et très sombre. En été, les petites plages ici sont sympas parce que l'on n'y cuit pas tout le temps au soleil.
En août 2021 a pris feu le maquis près de la pointe de la Badine. Les branches calcinées, principalement des pins, du bruyère et des arbousiers, pointent 5 mois plus tard tristement vers le ciel. Le sentier du littoral passe juste au bord et rien n'a été entrepris pour que les gens ne piétinent pas le reste de terre et les jeunes pousses qui surgissent. Nous voyons les arbouses reprendre de la souche ainsi que quelques bruyères qui font de même. Plus loin devant, la zone dévastée s'arrête, mais il y a ici aussi naturellement bien moins de végétation. Le sol de schiste, l'embrun salé, les forts vents et l'extrême sécheresse rendent la vie végétale difficile sur cette pointe. Le cap de l'Estérel est une zone militaire délaissée, les grillages sont arrachés. La zone n'est quand même pas sans risque, sous les buis se cachent de trous béants et certaines barrières et plaques d'acier au sol sont extrêmement rouillées. Comme sur d'autres caps comme à Escampo Barriou ou au Cap Sissier, on trouve ici des restes d'ascenseurs obliques et verticaux. Nous passons de l'autre côté, c'est-à-dire sur la côte sud-est de Gien. Les vagues sont ici plus grandes car Porquerolles ne protège ce bout de la presqu'île que moyennement. Nous passons beaucoup de temps à regarder les vagues se briser contre les rochers et rouler sur les petites plages. On coupe la presqu'île pour revenir au nord et pour revenir au point de départ. Pour rejoindre notre emplacement de nuit, nous remontons le long du Tombolo et vers le nord. La plage est éternelle. Voyager en hiver oblige à se faire plaisir, cela marche très bien avec des bonnes pâtisseries. On ne vient pas la première fois en hiver passer la nuit à Cabasson. Cette fois-ci le président de la République n'est pas là, mais le coucher de soleil sur Porquerolles est au rendez-vous.
Nous prenons juste un peu de distance en montant sur les rochers à l'ouest de la plage. Il y a du vent, pourtant on est ici encore bien à l'abri comparé à d'autres sections de la Côte d'Azur. Nous dormons très bien à Cabasson. Après Gien, voilà notre dernière assez grande randonnée de ces congés sur la Côte d'Azur ce 6 janvier 2022. Nous partons de Bormes-les-Mimosas pour partir dans le massif des Morts et ses points de vue localisés sur des rochers surprenants. Nous revenons ensuite par la colline de la Chapelle vers la ville. Au départ, il y a de la route et une piste forestière. C'est long, mais cela permet de s'échauffer avant les quelques montées plus raides. Nous voici dans la montée principale vers la pierre d'Avenon. On trouve ici un beau mur en pierre sèche de schiste. La montée continue cependant. Le chemin très raide nous rejette sur la route des Crêtes des Morts. On la traverse. Nous voyons un rocher avec une tige métallique au sommet. C'est la pierre d'Avenon. On avance vers le bosquet. Puis on se tient à gauche pour monter dans les rochers. Il faut contourner le monticule dans le sens contre les aiguilles d'une montre. La pierre d'Avenon est un chaos de roches cristallines formé par l'érosion. Il montre l'état géologique de base du socle du massif des Morts. Une cupule au sommet donne au lieu un aspect mythique. Il ne faut cependant pas chercher de rites ancestraux ici, l'érosion par l'eau peut créer de telles formes. Voici la vue de la pierre d'Avenon. En hiver, comme maintenant, le soleil reste bas, ce qui est très bien pour randonner et ce qui rend l'air sec. Mais cela crée aussi des contre-jours. Il faudrait être ici tôt le matin et tard le soir pour avoir la meilleure lumière. On continue ensuite vers le nord en faisant un grand tour au-dessus de Bormes-les-Mimosas. C'est un terrain mixte de plateaux, de cols, de chemins cachés et de pistes forestières. Notre chemin est en descente assez directe entre rochers de tailles diverses et sous des grands chênes-lièges tordus. Ce lieu féerique nous rappelle la forêt des Carnutes telle qu'elle est décrite chez Astérix et Obélix. La vraie forêt de ce nom se trouve cependant sur le plateau de Beauce entre Chartres et Orléans. Nous voyons que nous descendons vers un col. La vallée à droite mène vers la Molle. Les grands rochers restent omniprésents. Du col de Landon, on remonte sur d'autres rochers. Cela change des longues pistes forestières.
On retombe bien sûr sur une section de piste. Mais elle offre aussi des belles vues sur la côte. Nous finissons par descendre vers le col de Cagou-au-Vent. Ce nom provençal peut prêter à sourire, mais il signifie mauvais air, dans le sens de l'air expiré par un malade. C'est un chemin non balisé au tracé peu logique. Le sentier nous amène sur une route. C'est le début de la route des Crêtes qui continue vers l'est jusqu'au col du Canadel pour passer ensuite au-dessus de Cavalère et pour descendre vers Cogolin. Nous prenons en bas à droite et on se retrouve en quelques mètres sur la route des 41 que nous connaissons de Bormes. Nous sommes maintenant sur le col routier de Cagou-au-Vent. La remontée du col à la chapelle Notre-Dame de Constance est rapide. Le point de vue y est sympa, mais l'angle de vue n'est pas aussi bon qu'au site précédent de la journée. La chapelle a été construite au XIIe siècle sur les vestiges d'un temple de Diane. Comme souvent en Provence, elle présente un porche ouvert avec des bancs, cela peut servir d'abri. La base de la chapelle est très irrégulière, ainsi la nef est décalée par rapport à l'entrée. On ne peut pas rester éternellement sur ce lieu paisible, il faut encore mobiliser un peu d'énergie pour la descente car cela se passe sur une calade. C'est bien plus fatigant et casse-gueule en descente. La vue dédommage cependant. Day and night, I'm running for you, gotta move, don't want no ride. So warm me up, cause I know the world is at my feet, yeah. So take me higher, baby, let's go and hit the streets, yeah. So I'll keep running for you. So I'll keep running for you. Des oratoires ponctuent la descente. Ils sont tous de factures un peu différentes et il en manque. Pour finir, ce chemin de croix caladé nous rejette sur une route bétonnée où nous descendons à gauche. En bas, sous les grands pins, se trouve le château des Seigneurs de Fosse, une terrasse panoramique est accessible à gauche de l'ancien immeuble. L'église Saint-Trophime date de la fin du XVIIIe siècle, même si elle est d'inspiration romane. Des liens se trouvent à la fin de la vidéo et dans la description. À bientôt sur Voyage hors saison.